Bonjour Jean Descartes, vous êtes le grand spécialiste qui fait aimer avec passion cette famille d'Angleterre, c'est Windsor, et là c'est l'événement tant attendu. Élisabeth II, vous avez été passionné par cette reine incroyable et ça y est, Charles III arrive sur le trône. Il va être un grand roi, Charles. Écoutez, a priori oui, parce qu'il a accumulé des connaissances, des expériences formidables. J'ai eu la chance, il y a 40 ans, d'être le seul journaliste français qu'il reçoive à Buckingham Palace, avec un photographe pour le Figaro Magazine. Nous avons eu une série de problèmes techniques épouvantables qui étaient une catastrophe. Il a été très drôle et très gentil. Et quand je lui ai dit « Monseigneur, c'est à la fois Azincourt et Waterloo », ça l'a fait rire et il nous a mis à l'aise et on a réussi à sauver quelques photos. Oui. Mais c'est un homme charmant qui a une expérience, une patience formidable et qui a été un pionnier pour beaucoup de choses. Tout ce qu'on a critiqué sur l'écologie, l'environnement, ses manies dans la cuisine, ses vêtements, enfin, il n'a cessé d'être critiqué et il faut quand même dire... Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, que la personne qu'il critiquait le plus, c'était en fait Diana. Elle n'arrêtait pas de le dénigrer, de dire publiquement qu'il serait un mauvais roi. C'est elle qui a fait la mauvaise image de Charles pendant longtemps. Oui, absolument. Elle l'a entretenu. Tout ce qu'il faisait était mal. Alors qu'elle prenait la lumière, alors elle s'organisait avec les médias. Elle a entretenu, et je dis ça paix à son âme, elle a entretenu une relation malsaine avec les médias, en permanence, en se plaignant, mais en organisant ses visites, ses photos, soi-disant volées, jusqu'au bout. Oui, et alors maintenant, Charles doit affronter l'image de la reine. Est-ce qu'il peut être à la hauteur de ce qu'a été Élisabeth ? Écoutez, on ne peut pas comparer. Sa mère est montée sur le trône dans les conditions de l'après-guerre, des restrictions, de l'héroïsme. C'était une princesse héritière qui avait vécu, comme tous les Britanniques, le rationnement. Elle avait droit à un œuf le dimanche. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chauffage. L'eau du bain était très mesurée par son père, le roi George VI. Donc on ne peut pas comparer. Aujourd'hui, c'est un autre monde, mais tout ce que Charles a étudié, notamment en écologie et dans l'environnement, est devenu non seulement à la mode, mais une nécessité, et il a pris beaucoup d'avance. Oui. Et d'autre part, il y a quelque chose de très intéressant chez lui, c'est sa connaissance des religions, des disciplines spirituelles. Par exemple, il a fait un séjour au mont Athos, qui est quand même le dernier morceau de l'Empire byzantin avec tous ses monastères, ce qui est aussi un hommage au père de Charles, le prince Philippe, né prince de Grèce en 1921 à Corfou, donc dans la religion orthodoxe, et pour la consécration des huiles saintes que Charles va recevoir pour son couronnement, l'huile a été bénie par un patriarche orthodoxe. Oui. Ce qui est important aussi de dire. C'est très important. Oui. Et Jean Descartes, il dit aussi qu'il veut une monarchie réduite, Charles. C'est-à-dire en fait plus modeste. Alors oui, mais la réduction... Qui coûte moins cher peut-être. Oui, peut-être, mais vous savez, les études ont été faites. La monarchie britannique, jusqu'à présent, coûtait moins cher que la République française parce que les retombées touristiques... décliné de toutes les façons possibles, était formidable. Il affronte quelque chose qui est très difficile. La disparition de sa mère a été un séisme mondial. Pour une raison, en ce qui me concerne, elle était le dernier chef d'État en fonction ayant connu la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle est devenue reine, Staline était toujours à Moscou. Et elle a eu l'idée incroyable, contre l'avis de Churchill, de faire téléviser et filmer la cérémonie du 2 juin 1953. Alors qu'il y avait très peu de téléviseurs, la télévision était assez balbutiement. C'est une audace formidable. C'est comme ça qu'Élisabeth II est devenue la reine de l'image et que la monarchie britannique est devenue un spectacle que nous connaissons tous. Oui, mais néanmoins, s'il dit qu'il veut une monarchie amincie, il peut réduire... c'est parce que la crise économique est en Grande-Bretagne. Et là, le pays est plus divisé que jamais. Oui, enfin, il y a surtout... Il faut donner aussi une autre image. Oui, mais il y a surtout une chose dont il n'est pas responsable, c'est le Brexit, voulu par ses
ses prédécesseurs, dont on mesure les conséquences aujourd'hui, indépendamment des circonstances extérieures, de la guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement en tout genre, etc. Il y a la nécessité de garder le pays uni, ce royaume uni d'Angleterre, d'Écosse, de Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Ça n'a jamais été simple, mais Charles est un homme de tous les défis. Oui, et alors la reine consort, Camilla, vous racontez dans ce livre, Jean Descartes, qui s'appelle Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor, publié chez Perrin, on va en reparler dans quelques instants, vous racontez comment ça fait 50 ans d'amour, oui, et qu'en fait c'est absolument incroyable, mais au fond... Alors c'est un roman absolument insensé, mais qu'il faut replacer dans le contexte historique, parce que, dans le fond, l'arrière-arrière-grand-père de Charles, prince de Galles, devenu le roi Édouard VII, a eu comme maîtresse notamment arrière-grand-mère de Camilla. Donc c'est quand même extraordinaire comme souvenir, oui, et comme précédent. Alors, je pense qu'elle est la femme de sa vie, c'est-à-dire que c'est une femme cultivée, drôle, qui, elle, a subi alors toutes les accusations injustifiées, parce qu'il faut quand même dire que au début du mariage avec Diana, la liaison qu'il avait avec Camilla n'existe plus. Il faudra des années pour... Il n'y avait pas une hypocrisie derrière tout ça, un amour caché. Non, c'est un amour caché, mais avec lequel il avait rompu. Si vous voulez, en 1981, lorsqu'ils vont se marier, Charles et Diana, on sait maintenant, avec le recul de l'histoire, c'est ce qui m'apparaît clair, qu'ils n'avaient pas de doute sur la viabilité de leur mariage. Ils savaient que c'était pas très... je veux dire, le voyage de noces, on ne va pas entrer dans les détails, ce serait ridicule et prétentieux, mais je veux dire, Charles est parti à bord du Britannia avec une librairie complète et elle ne lisait rien, Diana. Donc, vous dites, au fond, il s'est trompé, il a été trompé? Alors, il a été trompé, on a pensé que ça s'arrangerait, ça peut arriver, mais le tempérament, si vous voulez, pour résumer, elle n'a cessé publiquement de le critiquer, notamment à partir de 1985. Et là, il va reprendre sa liaison avec Camilla, seulement à ce moment-là, parce qu'il est déprimé. Et ses amis sont très, très inquiets, parce que ça ne va pas du tout. Donc, c'est après la naissance de Harry. Pendant avant que les deux enfants ne sont pas nés, il n'y a pas d'histoire d'alcôve, c'est terminé. Mais les gens autour de Charles étaient très inquiets de le voir déprimé, de le voir souffrir. Donc voilà. Oui, et Camilla est une complice, une amie, à la fois une intellectuelle, elle a beaucoup d'humour, elle aime le cheval comme lui, la chasse, etc. En même temps, Diana était beaucoup plus populaire que Camilla. Oui, mais alors c'est une popularité fabriquée médiatiquement, parce que Diana, paix à son âme, n'a fait qu'exister que pour les photographes et les caméramans, etc. Elle faisait des apparitions en permanence. Et en 1985, il y a le sommet quand même d'une très très grave faute, quand elle dénigre publiquement dans l'émission Panorama Charles, le futur souverain. Et elle se base sur des documents qu'on lui a soumis, dont on a appris plus tard qu'ils étaient faux. C'est la fameuse émission de Martin Bachir, des documents comptables qui étaient faux, dramatique. Il a été obligé de quitter la BBC. Après, c'est faux, mais les conséquences ont été épouvantables. Donc, Diana ne voulait qu'exister pour danser un rock'n'roll avec John Travolta. Ça, oui, bien sûr, mais tous ses devoirs, ses obligations, elle arrivait en retard au dîner de la reine, elle tombait exprès dans l'escalier. Enfin, il fallait qu'elle existe. Oui, mais si je vous entends, et c'est ce qui est écrit dans ce livre, Jean Descartes, au fond, vous dites c'est une manipulatrice. Parce qu'au fond, vous dites, Diana, le premier visage et sa transformation, vous dites, au fond, c'est une illusion. C'est une illusion, c'est quelqu'un qui va manipuler le prince de Galles, qui est un homme bien élevé, c'est un intellectuel qui adore le sport. Naïf peut-être aussi, au fond. Oui, mais si vous voulez, il ne fallait pas faire de scandale. Le Royaume-Uni traversait aussi des difficultés. La reine était très très inquiète de voir tout ce qui avait été, ce qui pouvait être brisé, de tout ce qu'elle avait vu reconstruire, etc., dans l'unité de la famille.
Bon, et après, ça a été un désordre. Je Oui. pense que Diana était inconsciente, paix à son âme. Mais en plus, donc, on sait maintenant que son dernier amant était dans le trafic de drogue, Dodi Vous dites Al-Fayed. que Dodi Al-Fayed était dans Dodi le trafic de Al-Fayed, drogue. voilà. Alors, cette fameuse sortie, moi qui m'a toujours intrigué, à 0h10 de l'hôtel Ritz, pour aller où et faire quoi? En tout cas, il semble qu'on ait retrouvé des traces de drogue dans la voiture et sur le corps de Diana, d'après Oui. les renseignements de la mais police. ça, Mais oui. il y a autre chose. Si vous voulez, Diana pensait après le divorce que la reine voulait la faire tuer, etc., ce qui est complètement délirant. Donc Diana refuse la protection officielle dont elle devait bénéficier en tant que mère du futur roi, William, pour la suite de succession. Donc elle prend, avec Dodi Al-Fayed, un chauffeur qui n'est pas de la meilleure réputation, une voiture pourrie, cette fameuse Mercedes, un garde du corps Pourquoi elle moyen. fait ça, selon vous, Mais parce dans des cas qu'elle est obsédée, elle pense que tout ce qui viendra de la reine, c'est pour la tuer. C'est totalement Donc délirant. elle espère traverser Paris incognito, c'est ça? Oui, absolument. Et donc, ce départ à 0h10 du matin est inexplicable s'il n'y a pas une urgence parallèle. Donc vous dites elle ne fuyait pas les paparazzi, elle, Pas du elle tout. ne roulait pas. Les paparazzi étaient là au cas où, mais elle ne les fuyait pas. Il était 0h10 Donc quelle du était la matin. raison pour laquelle elle fuyait Ben, finalement? si vous voulez, dans son obsession, elle pensait qu'on voulait la tuer. Pas du tout. La reine voulait qu'elle soit protégée. Elle avait été sa belle-fille. Elle n'était plus Altesse royale. Elle ne représentait plus la couronne, mais elle était restée la princesse de Galles et elle était la mère du futur roi, entre autres. Donc vous dites qu'elle fuyait ce soir-là dans Paris, le possible tueur, croyait-elle, envoyé par la reine? En tout cas, Dodi Al-Fayed lui a fait croire, ou en tout cas, il a eu une urgence de livraison, nous dirons. On ne sait pas s'ils allaient, ou s'ils avaient été à la Villa Windsor dans le bois de Boulogne. Ou le Une roi urgence de livraison de quoi? De drogue? Peut-être. En tout cas, Dodi Al-Fayed était impliqué très maladroitement, paraît-il, dans ce commerce. Oui, mais Diana ne se droguait pas. Non, mais en fréquentant assidûment cet homme, elle était forcément liée, impliquée, malgré elle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il n'y a pas de raison. Rappelle qu'il était 0h10 du matin. Oui, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Le patron du Ritz m'avait dit à l'époque, on n'a jamais compris, parce qu'il n'y avait rien, aucune urgence privée, officielle, etc. Il y avait quelque chose de parallèle. Oui, c'était ça le vrai visage de Diana, pour vous? C'était le visage d'une provocatrice qui avait besoin d'exister par l'image. Elle a manipulé les photographes, les caméramans. C'était sa vengeance quand Charles a repris sa liaison après la naissance de Harry, parce que ça n'allait pas du tout entre Diana et lui. Elle a pensé, si vous voulez, les choses les pires, et que pour se venger, pour continuer à exister, c'était les paparazzi. Oui, on a l'impression d'entendre que c'était une femme sans cœur, la princesse des cœurs. Je pense que ça, il faut replacer ça dans l'émotion. Je l'ai vécu comme des millions de gens. L'expression du Premier ministre, oui, mais... son frère, le comte Spencer, aux obsèques de Diana, a conspué la famille royale. Mais si vous voulez, quand vous entrez dans la famille royale, il y a certains codes à respecter. C'est comme un club. Vous ne pouvez pas arriver en cassant tout. C'est ce que Diana prétendait faire, je pense. Donc, vous dites, au fond, c'est une usurpatrice. Elle n'était là que pour la lumière. Oui, je pense, et que Charles, peut-être aveuglé par sa passion pour Camilla, qui ne pouvait pas apparaître, par définition, elle était mariée, etc. Il avait cessé toute relation. A peut-être eu des comportements difficiles, mais Diana se vengeait. C'était une revanche médiatique. Il faut se souvenir de toutes les couvertures de magazines, de tous les kilomètres de films sur elle. Oui, au fond, c'est une vie basée sur le mensonge. Alors, il y a une bonne imposture, il y a du vrai, il y a du naturel, bien sûr. Elle pouvait avoir sans doute un certain charme, mais avec son regard en dessous, si vous voulez, on peut s'interroger. Et puis, ce n'était pas du tout, comme Charles l'est, une intellectuelle, une littéraire. Ne disait pas dans les journaux ce qui l'intéressait, c'était la photo. Oui, mais alors au fond,
on peut comprendre aussi le drame de son fils. Bon, il y a William et Harry, mais Harry, aujourd'hui, c'est comprendre qu'il en veut finalement au destin de sa mère, de ce qui est arrivé à sa mère. Il en juge certains responsables, et peut-être qu'il en a aujourd'hui encore des blessures. Oui, mais je pense que... Alors, des blessures, je comprends. Il faut se souvenir aux funérailles de Diana combien le duc d'Édimbourg, le prince Philippe, a été formidable, leur grand-père, en disant « Si vous ne suivez pas le cercueil de votre mère, vous le regretterez toute votre vie, je serai avec vous. » Et il a été formidable. Le problème de Harry, qui est certainement plus fragile que William, c'est qu'aujourd'hui, il vit dans le souvenir d'une conspiration générale. Il a refait un pèlerinage dans le tunnel de l'Alma. Franchement, qu'est-ce que ça apporte? Et dans sa confession, dans son livre, d'après ce que j'ai vu, parce que je ne voulais pas le lire, il y a une erreur, je dirais, médicale, psychologique et psychiatrique qui est commise. Lorsque vous consultez un psychiatre ou un psychanalyste, vous n'allez pas révéler au monde entier le résultat de la consultation. Ça doit rester dans le secret. Il révèle aussi des blessures qu'il a en lui. Oui, mais enfin, il ne cesse de se plaindre. Le suppléant devient un suppliant. Il ne cesse de se suppléant, plaindre. c'est le titre de son livre. Voilà, en France. il ne cesse de se plaindre en permanence et de vouloir reconstituer la fin de la vie de sa mère. Je pense que c'est très malsain. J'ai l'impression, à vous entendre, qu'il ressemble à sa mère, si je vois le portrait que vous faites de sa mère. Et puis, appeler une fille Lilibet Diana, alors Lilibet n'était pas un prénom, c'était le surnom que la future Élisabeth II avait reçu avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle n'arrivait pas, toute petite, à prononcer Élisabeth. Donc son père Georges V avait dit, on dira Lilibet. Et la surnommer, l'appeler Diana, cette fille, c'est un cauchemar pour elle plus tard, parce qu'on va vouloir la comparer à 30 ou 40 ans en avance. Oui, mais lorsqu'il dit, avec beaucoup de franchise, qu'effectivement, il s'est drogué, et qu'il a eu des problèmes avec l'alcool, vous avez l'impression que vous dites, finalement, il reproduit ce que sa mère a vécu. Oui, ça, et puis enfin, écoutez, franchement, apparaître déguisé avec une croix swastika dans un uniforme nazi, c'est d'un goût limité. Oui. Je veux dire, je pense que ce garçon n'a pas du tout la qualité, a priori, de son frère William. Mais vous dites, est-ce que vraiment, vous dites s'il a les défauts de sa mère? Parce que si je vous entends... Il a beaucoup des défauts de sa mère en se plaignant et en exposant sa plainte, ses récriminations, ses colères médiatiquement. Oui. Vous ne diriez pas qu'il ait fait usage de la drogue comme sa mère avait approché ce milieu? Non, parce que c'est pas du tout la même chose. A priori, Diana ne se droguait pas, mais le dernier compagnon de sa vie était, on me l'a assuré, par la police spécialisée en France dans ce trafic, dans ce commerce, que Dodi Al-Fayed était impliqué et considéré comme un livreur maladroit, ce qui est fâcheux. Oui. C'est pas moi qui le dis, ce sont les policiers. Mais ça a des conséquences sur les enfants, évidemment. Ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu voir de leur mère, dans quel état était-elle, et qu'est-ce qu'ils ont pu voir de Dodi Al-Fayed? Ça a été très court, hein, très bref, mais enfin, une ou deux impressions peuvent laisser des souvenirs définitifs. Oui, mais c'est bien quand même qu'il soit au couronnement de Charles, qu'il soit présent. Oui, c'est bien, mais je comprends que Charles ne veuille pas que Meghan soit là. Si c'est pour refaire, si vous voulez, une exposition de quelqu'un qui est sous contrat avec Netflix pour encore des nouvelles séries, si vous voulez, continuer à se plaindre, on est passé à un autre chapitre maintenant. Vous dites c'est Charles qui ne veut pas que Meghan soit là, alors qu'elle, elle dit que non, elle n'y va pas, simplement. Oui. En plus, c'est l'anniversaire de son fils, ce jour-là. Je ne sais pas si c'est Charles qui ne veut pas, ou si ça l'arrange, ou si c'est elle qui ne veut pas venir, en pensant que la lumière ne sera pas sur elle. Il faut déjà voir aux obsèques d'Élisabeth II, ils sont arrivés suivis d'une équipe de télévision. Ils n'étaient pas l'événement. Des millions de Britanniques venaient de perdre leur souveraine après 70 ans de règne. C'était cela l'événement, c'était pas la venue de Harry et de son épouse. Donc si Meghan ne vient pas, c'est parce qu'elle n'a pas le premier rôle. Je pense qu'il y a de ça, au moins ça.
Ben oui, parce qu'à force de cette plainte, toutes ces interviews, Oprah Winfrey, tout ça, maintenant, bon, on est passé à autre chose. Oui, C'est oui, le règne de Charles III. Mais on peut comprendre aussi que l'anniversaire de son fils, le même jour que le couronnement, ça compte aussi. Oui, pour, bien sûr, mais enfin, ça pouvait s'arranger dans une fête de famille sympathique, ça aurait été bien, mais je pense que simplement, si vous voulez, Meghan ne prend plus la lumière, là, après cette plainte pendant des années et des années. Il ne faut pas oublier, pour les Britanniques, elle et son mari ont déserté alors que la pandémie frappait, sont partis pour ne pas passer Noël selon la tradition à Sandringham, sans prévenir, et sont partis aux États-Unis, dans l'univers télévisuel de la jeune femme. La reine a pris ça très très mal. C'était une désertion, un abandon de poste. Voilà. Et la reine a souffert que, pour la première fois dans l'histoire britannique, un souverain régnant ne puisse pas voir un petit enfant qui est né aux États-Unis. Pas en terre britannique, ça ne s'était jamais produit. Oui, donc vous dites comment la peine, à la mort d'Élisabeth II, la peine de Harry n'était pas sincère? Elle était, si, sûrement sincère, mais si vous voulez, il parlait encore trop de lui et il rapprochait cet événement de ses propres souffrances qui, en l'occurrence, n'avaient rien à voir. Le monde entier perdait une souveraine exceptionnelle qui avait connu les crises de l'immédiate après-guerre, les rationnements, qui avait connu la découverte, par exemple, que certains de ses collaborateurs, comme Sir Anthony Blunt, spécialiste des collections de peinture et de dessins de Nicolas Poussin, qui s'occupait des collections royales, était, après avoir été un agent du roi George VI, était devenu un agent de Moscou. L'œil de Moscou était à Londres, près de la reine. Il y avait quand même d'autres choses que la reine avait vécues plutôt que la carrière de Meghan. Oui, mais au fond, vous dites, William ressemble à son père, Oui. mais pas à Harry, qui ressemble à sa mère, si je Voilà, vous suis. en résumé, c'est ce que je constate. Et donc, Ça ils n'est s'entendent pas pas. un procès d'intention, c'est une constatation, et je pense que Meghan sait qu'elle n'aura plus maintenant la lumière, ou en tout cas, elle ne sera pas la seule. Oui, derrière tout cela, il y a des drames familiaux. Qu'au fond, Charles, est-ce qu'il peut surmonter tout ça aujourd'hui? Écoutez, il a surmonté beaucoup de choses parce qu'il n'a pas eu une enfance gaie. Il faut rappeler que le prince de Galles, né en 1948, ne voyait pas beaucoup ses parents parce qu'il y a eu tous les nombreux voyages d'Élisabeth et Philippe, au point qu'après des mois d'absence, quand il retrouve ses parents en Libye, à Tripoli, il va leur serrer la main au lieu de les embrasser. Je veux dire, ça montre... Puis il a été dans un collège en Écosse que Philippe avait recommandé et qu'il connaissait bien. Très dur de savoir, ah oui, si ses copains vont lui taper dessus parce que c'est le futur roi, ou au contraire vont essayer de faire ami avec lui. Ça n'était pas facile. Ce qui est intéressant à préciser, parce que c'est rare, c'est qu'il a été couronné prince de Galles, effectivement, en 1969. Donc, en fait, ce qu'il va vivre là, c'est son deuxième couronnement, si je puis dire. Couronnement du roi du Royaume-Uni, mais le prince de Galles était déjà il a appris la langue galloise, qui est très difficile. Charles est un homme très intellectuel, un grand littéraire. Voilà, tout. Avec Diana, je vous dis, il n'y avait pas de complicité possible à ce point de vue-là. Elle était jolie, très belle, mais si vous regardez bien son visage et ses photos, y compris sur cette photo, elle est très en dessous par moments. Elle a un côté sournois. Ce qu'elle a fait dans ses apparitions à la télévision était très très grave. Oui, mais il a été profondément amoureux d'elle. Ou est-ce qu'il s'est rendu compte tout de suite qu'il s'était trompé? J'ai l'impression qu'il s'est rendu compte tout de suite et ils en ont été conscients sans doute tous les deux, que leur couple n'irait pas très loin. Parce que ça commençait mal, on ne voyait pas beaucoup d'amour. Elle essayait d'exister, elle a été persuadée que Camilla était dans sa vie. La liaison avait cessé à ce moment-là. Charles, mais Diana a multiplié, elle, les liaisons avec les gardes du corps, avec le chauffeur, enfin, bref. Elle a même, vous dites, voulu se convertir à l'islam. Oui, avec le chirurgien, le cardiologue, qui a renoncé à cette liaison quand il a vu les proportions que ça prenait. Diana n'existait, je disais,
que par l'exposition médiatique. Et quand elle a voulu se transformer en ambassadrice non agréée pour aller voir les populations des pays en guerre et lutter contre les mines antipersonnelles, bon, elle allait accomplir une mission digne des affaires étrangères. Si vous voulez, les autorités britanniques ont dit non, ça n'est pas son rôle, elle n'est pas là pour ça, elle n'est pas là pour faire de la politique active. Vous dites, au fond, le seul lien qu'ils avaient entre Diana et Charles, c'était leurs 2 enfants, c'est tout. Oui, Rien. absolument. Je pense que Charles a été le meilleur père possible, ça a été très, très difficile. Et Diana n'était pas facile comme mère non plus. On sait que William et elle se sont raccrochés au téléphone. C'est affreux quand on se quitte sur un accrochage téléphonique. On s'en veut toute la vie. Je ne dis pas qu'elle n'a pas souffert, Diana, mais, pardon, paix à son âme, elle s'y prenait très très mal avec des gens, des profiteurs, des gens intéressés, voilà. Oui, mais quand aujourd'hui Harry semble avoir choisi le camp de sa mère, est-ce qu'il en veut à son père aussi? Apparemment, mais je pense que c'est pas un programme d'avenir, c'est une blessure profonde que je respecte, mais on est passé à autre chose. Il y a une population qui souffre du Brexit, il y a l'image mondiale d'un roi qui a 73 ans, donc qui par définition aura un règne beaucoup plus bref que celui de sa mère, qui a épousé... Alors ça, c'est le grand talent d'Élisabeth II, il faut quand même le rappeler, je tiens à le dire. La reine a compris qu'à sa disparition, si en plus Camilla n'avait pas une situation installée, ce serait encore plus infernal. Et le 9 avril 2005, elle organise le mariage, elle approuve le mariage de Charles et Camilla, une cérémonie civile à la mairie de Windsor, à laquelle la reine n'assiste pas, une bénédiction, Camilla est divorcée, bon, Charles aussi. Et avec beaucoup d'humour, Élisabeth II va faire un discours très drôle, disant que, comme c'est un jour de grande course, le steeplechase, eh bien, ils ont connu un parcours d'obstacles très difficile, mais ils sont arrivés en vainqueur. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut quand même pas dire aussi que Charles a dû avoir beaucoup de peine à la mort de Diana? Ah oui, mais certainement. Il est venu en catastrophe en France. Il fallait qu'on fasse revenir le président de la République qui était absent. Bien sûr, parce qu'elle était quand même, elle lui avait donné 2 fils et qu'il a eu à un moment nécessairement un sentiment pour elle, peut-être un désir, mais il a compris tout de suite que bon, il n'avait pas assez de choses en commun pour être reliés, y compris dans les temps difficiles. Oui. Car c'est dans les temps difficiles qu'on voit les couples mis à l'épreuve. Mais aujourd'hui, ce que dit, ce qu'écrit Harry, c'est une souffrance pour Charles? Ah, je pense que c'est une souffrance, parce qu'il y a un côté indécent, si vous voulez, et un côté inquiétant, comme programme d'avenir, de continuer à vendre, entre guillemets, ces souffrances, ces rancœurs, ces jalousies. On ne peut pas dire que Harry a été parfait non plus. Je pense qu'il est beaucoup moins subtil que William. Oui, quand vous dites vendre, ça veut dire que vous dites c'est l'argent? C'est l'argent qui est derrière tout ça? L'argent a été quelque chose de très, très important. Et vendre, c'est un petit peu comme The Crown, mais mis à part. Si vous voulez vendre, faire des affaires avec les sociétés de production de films, de séries, de vendre sa vie, etc. Y compris vendre le drame de la mort de sa mère. Oui, c'est grave. Il y a un moment où c'est grave. Voilà. Et surtout de méconnaître des dessous de la vérité. Parce que si on veut exposer les choses, il faut tout dire. Et il ne dit pas tout. Il ne parle que de ses souffrances. Et raconter comment il a perdu sa vertu, on ne peut pas dire que ce soit d'une fabuleuse originalité ni d'un très bon goût. Oui, mais et la reine Élisabeth II, ça a été une souffrance jusqu'à son dernier souffle? Ça a été une souffrance parce que la reine n'aimait pas les gens qui se plaignaient, les gens indécents. Elle détestait ce genre de choses. Elle était très pudique, très drôle, très réservée, mais pas du tout quelqu'un de renfermé. Oui. Non. Elle s'amusait beaucoup. Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas Meghan, par exemple. Elle a dû être un peu déçue. Elle a vu une sorte d'américaine, si vous voulez, dans le milieu du spectacle.
Bon, et puis, n'oublions pas, il y avait le cauchemar de Wallis Simpson, une autre américaine qui avait poussé Édouard VIII à abdiquer. On n'avait pas envie que ça recommence. Oui. En quoi c'est important aujourd'hui que cette monarchie britannique tienne? Parce que là, c'est une page blanche qui s'ouvre. Alors, oui, c'est une page blanche qui s'ouvre. Il y a une chose très importante à préciser, c'est qu'aujourd'hui, dans les monarchies qui existent, il n'y a plus de sacre lors du couronnement. Il n'y a plus de couronnement, sauf au Royaume-Uni. C'est très, très important. Les monarchies du Nord, par exemple Suède, Danemark, Norvège, et même en Belgique, sont des monarchies parlementaires. Attention, c'est très sérieux aussi. Une prestation de serment où la politique, le gouvernement s'en mêle, c'est très lié, c'est très sympathique. Et puis, il y a des moments où l'Église, quelle qu'elle soit, dans les pays du Nord, intervient, il y a une bénédiction, il y a une cérémonie. Mais nulle part ailleurs qu'au Royaume-Uni, il n'y a la cérémonie d'un couronnement et d'un sacre. Ça, c'est un spectacle, si je puis dire, entre guillemets, unique. Oui. Encore un mot, parce que vous parlez de The Crown à l'instant, cette série qui cartonne. On voit, bon, c'est quand même, alors, ça suscite encore aujourd'hui une passion planétaire. Je suis obligé, comme historien, de faire des réserves. The Crown est une fabuleuse preuve de libéralisme que la reine et la famille royale aient laissé tourner et raconter leur histoire qui va jusqu'à la chambre à coucher est quand même preuve d'un grand libéralisme. Il n'y a peut-être pas le choix. Non, on peut pas mais le faire interdire. Le problème, oui, ça aurait été pire, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre cela comme une leçon d'histoire absolue. Je vous prends un exemple. L'annus horribilis, comme a dit la reine, 1992, entre divorce, les conséquences de Diana, l'incendie du château de Windsor, la nuit où Windsor a brûlé. The Crown montre la reine dans les bras du prince Philippe. C'est faux, archi faux, il n'était pas là, il était en Amérique du Sud. Oui, voilà. Non, mais il y a des erreurs historiques, mais au fond, les portraits... Alors, par exemple, le portrait de Diana est proche de la vérité. C'est assez proche de la vérité, absolument. Mais enfin, simplement, moi qui suis attaché à la chronologie, il faut faire attention parce qu'il y a des mélanges de dates, il y a des interprétations. C'est très bien fait, mais c'est pas forcément parole d'évangile. Oui, mais au fond, ça passionne toujours. Alors, ça passionne parce que ça donne aux gens l'impression d'entrer dans l'intimité de la famille royale. Mais vous savez, le prince Philippe et Lord Mountbatten, qui étaient derrière dans les années 60, avaient eu l'idée de faire tourner un film, Royal Family. Ça a été une catastrophe parce que de supprimer, je dirais, la distance, le protocole et d'entrer dans l'intimité complète d'une famille jusqu'à, si je puis dire, la chambre à coucher, ça n'est pas évident. Oui. Et puis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est inventé? En même temps, c'est vrai. On se dit, ce sont des rois, des princes, des princesses, mais ils sont comme tout le monde. Ils font l'amour, ils s'engueulent. Oui, mais enfin, on n'est pas forcément dans leur intimité. Donc, si on invente, ça me paraît très grave. Mais pour vous, les rois, les princes ne peuvent pas être des gens comme tout le monde? Il y a des moments où ils sont des gens comme tout le monde dans leurs erreurs, dans leurs souffrances, dans leurs espoirs déçus, bien sûr. Il faut penser que, par exemple, pour le cas de Charles, en tant que prince de Galles, il a pu, et il ne s'en est pas privé, dire ce qu'il pensait de l'environnement, qui était catastrophique. Il a fait construire une ville, Poundbury, dans le Dorset. Il est intervenu contre les ravages du dictateur Ceausescu en Roumanie qui voulait détruire tous les villages. Il a fait protéger même, je dirais, les vampires en Roumanie, en Transylvanie, dans les Carpates. Bon, il pouvait faire des commentaires sur tous les mauvais goûts, toutes les erreurs, etc. Comme roi, il ne peut pas. Oui. Maintenant, il écoute les propositions du gouvernement et il va demander est-ce que c'est la bonne mesure, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est le bon moment. Oui, mais dans la vraie vie, Jean Descartes, on s'imagine que quand ils ne s'entendaient plus avec Diana, dans leur couple, ils étaient comme n'importe quel couple. Mais bien sûr, mais je n'y étais pas, donc je regarde. Mais on peut imaginer, c'est un peu ce que dit, au fond, dans son livre, Harry, il dit, au fond, nous sommes une famille comme les autres, foutez-nous la paix. Mais il y a des moments où, en effet, ce sont simplement des êtres humains qui ont besoin d'un petit peu de réserve, de distance, parce que c'est épouvantable d'être sans cesse scruté, observé, et surtout avec le développement du monde médiatique aujourd'hui. Oui. Mais
Est-ce qu'on peut se plaindre de ça, comme le fait Harry, dire fichez-moi la paix, et en même temps, comme vous le dites, vendre ses non, souvenirs. je comprends que Harry se soit plaint, mais il ne peut pas en faire un métier d'avenir, parce que maintenant, c'est terminé. Une fois qu'il a fait cette confession, qu'il a divulgué des choses extrêmement intimes, qu'est-ce qui reste ? Dans sa vie, je ne vois pas grand-chose. Ça, c'est très inquiétant. Mais vous dites, il n'aurait pas sa place au couronnement. Vous ne l'auriez pas invité. Je pense que, si vous voulez, si c'est pour venir continuer à critiquer ou alors être déçu et le faire savoir parce qu'il n'est pas à une bonne place d'après lui, autant ne pas venir. Et pour Meghan, je comprends. Meghan est une comédienne, ça n'est pas une insulte, ce que je dis, d'une série télévisée. Vous dites quoi ? Vous dites que c'est une mauvaise comédienne. Non, c'est quelqu'un du monde du spectacle. Bon, mais il y a une différence entre la réalité, qui parfois est un spectacle dans la monarchie. Nous, on le pense avec le monde télévisuel qui va retransmettre la cérémonie en direct ou en différé. C'est un spectacle comme il n'y en a plus en dehors de celui-là. C'est pas un peu tout, il n'est pas un fond une comédie au fond. Tout ça n'est pas un spectacle, y compris le couronnement. Il y a des moments. Meghan est une actrice. Oui, c'est ça. Et puis il y a des moments, si vous voulez, où le monde est un spectacle. Oui, bien sûr, toute cérémonie. Mais je veux dire, Londres est la ville, grâce à la monarchie, où le cheval a conservé une place très importante. Les défilés de la garde, les carrosses, 3 carrosses qu'on va voir pour le couronnement, etc., dont certains pèsent 4 tonnes, datent du XVIIe siècle. Enfin, la monarchie britannique est un spectacle. Donc Charles est un acteur, alors, comme Meghan est une actrice, oui, au fond. Pas dans la même catégorie, pas dans le même métier, je veux dire, et pas avec la même conscience. Voilà, bon, je pense que on a vu, je vous dis, je reste frappé, la venue de Harry et Meghan aux funérailles d'Elisabeth II, suivie d'une équipe de télévision, c'était d'un parfait mauvais goût. Oui, mais là, il va y avoir des équipes de télévision du monde entier qui vont filmer le couronnement. Donc, je ne parle pas de... Voilà. Ça, c'est autre chose. On va filmer ou on va transmettre en direct une cérémonie qui est maintenant unique au monde. Donc, il ne faut pas manquer. Au fond, Charles ne joue pas. Non. Charles incarne. Charles a joué le mari parfait avec Diana. Vous nous dites maintenant que depuis le début, c'était faux. Personne n'est parfait, mais il a une complice. Ils ont les mêmes goûts, le même humour, ce que visiblement... Oui, mais il a joué du temps de Diana, il a fait semblant. Il a fait ce qu'il pouvait, c'est surtout elle qui a voulu prendre la lumière. C'était pas lui, c'est elle qui n'arrêtait pas de convoquer la presse, et je dis, d'entretenir une relation très malsaine en se plaignant après avoir donné rendez-vous à des photographes ou à des caméramans. Oui. Vous dites qu'il n'a aucune responsabilité dans rien. Je ne dis pas ça. Parce que ça n'était pas facile pour lui. Il peut avoir des responsabilités comme tout homme dans cette situation, mais ça a dû être infernal. Elle a pu être déçue par lui aussi. Je vous prends un exemple. Ils ont été dans des voyages officiels. Il y avait cette crise. Bon, alors ils prenaient un côté d'un trottoir et l'autre, pour des raisons pratiques, prenait l'autre trottoir. Il n'y avait foule qu'autour de Diana. Et Charles, avec beaucoup d'humour, qui n'avait personne côté du trottoir, disait aux gens qui le regardaient, vous devriez vous faire rembourser, le vrai spectacle est de l'autre côté. C'est très drôle. Mais peut-être que Diana s'ennuyait avec lui, peut-être qu'il n'était pas à la hauteur de l'espérance. C'est pas parce qu'on s'ennuie qu'il faut aussi faire n'importe quoi. Mais ça, je comprends. Mais je veux dire, elle a été en concurrence tout le temps avec lui, en prenant la lumière, en organisant la lumière. Ça a été terrible pour... Camilla, déjà, il y a des gens qui disaient « Vous n'êtes pas Diana ». Non, en effet, elle n'est pas Diana. Oui. Parce on va dire... Il y a des gens qui inévitablement font des comparaisons. Ça n'est pas comparable. Elle a 74 ans, il a 73 ans. C'est une passion fantastique qui a trouvé une valeur officielle lorsqu'ils se sont mariés à la demande de la reine le 9 avril 2005. Et je veux dire, à ce moment-là, l'affaire scandaleuse, l'adultère et les origines lointaines historiques du temps d'Édouard VII et de la grand-mère de Camilla sont oubliées. Oui. C'est un couple... Oui, mais en style, elle ne sera jamais aussi populaire que l'a été Diana. Non. Camilla. Non, bien sûr, mais c'est pas du tout... Elle n'a pas le même tempérament et elle n'a pas le même rôle et c'est pas la même époque. Merci. Jean Descartes, c'est incroyablement passionnant. Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor et publié chez Perrin. C'est
un roman, voilà, mieux que The Crown, mieux que Netflix. C'est écrit par vous, Jean Descartes. Et c'est pour ça que vous êtes des centaines de milliers à suivre vos interventions. Merci Jean Descartes d'avoir été avec nous. Merci à vous.